Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc assez fascinant de notre cerveau. Vous savez, ces moments où nos émotions semblent exploser de manière complètement disproportionnée par rapport à la situation. On va plonger ensemble pour comprendre d'où viennent vraiment ces réactions aussi intenses. Et si la réponse n'était pas un défaut de notre caractère, mais plutôt un fascinant mécanisme de survie bien caché dans les archives de notre cerveau? Allez, on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. Prenons l'exemple de Sophie. Son manager lui fait un commentaire franchement anodin sur un rapport. Et là, soudain, son cœur s'emballe, ses mains se mettent à trembler, elle est envahie par une honte et une colère qu'elle ne s'explique absolument pas. Ce que Sophie ne sait pas encore, c'est que sa réaction n'a quasiment rien à voir avec son manager. Non, c'est une vieille blessure qui vient de se réveiller, et c'est la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi une situation qui est objectivement mineure peut provoquer une réaction si intense, si disproportionnée, qu'elle nous surprend nous-mêmes? C'est une expérience que tout le monde connaît, et la clé, elle se trouve dans la façon assez particulière dont notre cerveau organise nos souvenirs. Pour piger ce qui arrive à Sophie, et en fait ce qui nous arrive à tous, il faut d'abord regarder comment notre cerveau fait le tri dans les informations. Et vous allez voir, il a deux manières de faire qui sont radicalement différentes. D'un côté, il y a le cerveau conscient. Lui, c'est un peu l'archiviste, méticuleux, super organisé. Il classe les souvenirs de manière logique, par date, par lieu, par personne. Genre, c'était en 2005, à l'école, avec tel prof. C'est clair, c'est ordonné. Mais à côté de ça, il y a une autre partie de nous, le subconscient. Et lui, son système de classement, c'est tout l'inverse. Il se fiche des faits, des dates. La seule chose qui l'intéresse, c'est ce qu'on a ressenti. Pour bien visualiser, on peut imaginer ce subconscient comme une immense bibliothèque. Une bibliothèque avec un système de rangement vraiment unique en son genre, et c'est là que tout se joue. Le bibliothécaire de cette drôle de bibliothèque, c'est notre amygdale. C'est une petite partie du cerveau qui ne comprend ni la logique ni le langage. Son seul et unique boulot, c'est de tamponner chaque expérience avec une étiquette émotionnelle brute. Surtout quand on est enfant, elle ne fait pas dans la nuance. C'est soit danger, soit sécurité. Rejet ou amour. Et hop, elle archive l'expérience en fonction de ce tampon. Et voilà ce que ça donne concrètement. Dans cette bibliothèque, les livres ne sont pas du tout rangés par ordre alphabétique ou par date. Non, ils sont rangés par émotion. Du coup, sur l'étagère humiliation, on va trouver côte à côte une moquerie dans la cour de récré à 7 ans et juste à côté une remarque blessante d'un parent à 12 ans. Pour le subconscient, c'est exactement le même dossier parce que la signature émotionnelle est la même. Maintenant, là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde la vitesse fulgurante à laquelle ces vieux dossiers sont sortis des étagères. Le processus est quasiment instantané. Le subconscient, en fait, il fonctionne par appariement de schéma. C'est-à-dire qu'il ne prend pas le temps de lire la situation actuelle dans tous ses détails. Il la survole à toute vitesse, en cherchant une ressemblance avec un dossier qui existe déjà. Et ces critères, ils sont purement sensoriels ou émotionnels. Un ton de voix un peu sec, un silence qui s'étire un peu trop. Et paf, il trouve une correspondance. Et cette correspondance, ça déclenche une course que le cerveau rationnel ne peut jamais gagner. Le trajet de l'émotion via l'amygdale, ça prend à peu près 80 millisecondes, alors que le trajet de la raison, qui doit monter jusqu'au cortex préfrontal pour analyser la situation, lui, il prend 300 millisecondes. L'émotion a toujours une autoroute d'avance. C'est ce qu'on appelle un détournement amygdalien. Et c'est cette mécanique qui crée des associations qui, pour notre esprit logique, peuvent paraître complètement absurdes. Par exemple, un enfant qui a grandi dans une maison où le silence précédait toujours une explosion de colère, eh bien son cerveau a créé un dossier « silence égale danger ». Une fois adulte, le silence tout à fait naturel et calme de son ou sa partenaire peut déclencher la même alarme, la même panique. Logiquement, ça n'a aucun rapport, mais émotionnellement, c'est la même signature. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si on peut dire, à l'addition invisible qui se produit pendant une surréaction et qui explique enfin pourquoi on se sent complètement dépassé à ce moment-là. Ça, c'est le déclencheur dans le présent, l'événement objectif, la remarque du manager, l'oubli du partenaire. C'est ce que tout le monde peut voir, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et ça, c'est tout le reste. C'est tout le poids de l'ancien dossier qui vient de s'ouvrir en grand. C'est la somme de toutes les expériences passées qui étaient stockées sur cette étagère émotionnelle. Toute la honte, la peur, le sentiment d'abandon qui n'ont jamais été digérés. Voilà les quotients cachés. La réaction qu'on a n'est pas une réponse aux 10% de la situation actuelle. C'est une réponse aux 10% plus les 90% du passé qui viennent de se réactiver. Du coup, la douleur qu'on ressent est bien réelle. Elle est juste démesurée par rapport au petit déclencheur de départ. Concrètement, ça ressemble à quoi? À une colère explosive face à une toute petite erreur qu'on nous signale. Ou alors à un repli total sur soi, un silence de plomb face à un simple désaccord. Ou encore des larmes qui montent sans crier gare devant un film ou une chanson, juste parce que notre subconscient a reconnu une signature émotionnelle et a ouvert les vannes.
Le truc, c'est que une fois qu'on a compris ce mécanisme, ça permet un changement de perspective fondamental. On peut arrêter de subir ces réactions et commencer à s'en servir comme une source d'information. Le point crucial, c'est de réussir à passer de la première question à la seconde. Au lieu du jugement et de la honte, du fameux « pourquoi je suis comme ça, je suis trop sensible », on peut basculer vers la curiosité. Se demander « tiens, quel dossier vient de s'ouvrir là ? Quelle est la vieille blessure que cette situation a touchée ?» Et là, cette réaction disproportionnée, ce n'est plus la preuve qu'on a un problème. Ça devient un signal précieux. C'est un messager, envoyé par une partie de soi, souvent une partie plus jeune, qui n'a jamais pu digérer une expérience et qui demande enfin à être entendue, à être apaisée. En fin de compte, ces moments où l'on se sent submergé ne sont peut-être pas des faiblesses, mais plutôt des invitations. Des invitations à regarder non pas ce qui se passe devant nous, mais bien ce qui se passe en nous. Bon, après tout ça, on pourrait se dire qu'on est un peu condamné à subir ces vieilles alarmes pour toujours. Mais, et c'est un grand mais, la réponse est non. Il est tout à fait possible de mettre à jour ces vieux logiciels. Et ça, c'est vraiment le message d'espoir, qui est aussi une réalité scientifique. Grâce à ce qu'on appelle la neuroplasticité, notre cerveau peut continuer à apprendre, à créer de nouvelles connexions, et donc à réécrire d'anciennes règles tout au long de notre vie. Alors concrètement, comment on fait ? Ce processus en 4 étapes peut servir de guide. D'abord, simplement prendre conscience « Ok, là, ma réaction est énorme ». Ensuite, sans se juger, explorer d'où ça pourrait venir. Puis, l'étape cruciale, se dire consciemment « Aujourd'hui n'est pas hier ». Et enfin, la plus importante, la répétition. Il faut prouver au cerveau, par de nouvelles expériences positives encore et encore, que l'ancienne règle de danger est maintenant obsolète. Finalement, comprendre ces mécanismes, ce n'est pas une fatalité, c'est au contraire une libération. Ça nous donne les clés pour ne plus être l'otage de notre passé, mais bien l'architecte conscient de nos réactions futures. Le cerveau n'est pas un destin gravé dans le marbre, c'est un paysage qu'on peut continuer à explorer et à remodeler, et ce, jusqu'à notre dernier jour.